Donc bonjour Alexis et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Thomas. Donc moi j'aurais aimé avoir ton regard un peu parce que j'ai vu que tu as déjà réagi, mais c'était la quatrième fois qu'Emmanuel Macron prenait la parole depuis le début de la crise sanitaire. Qu'est-ce que tu as pensé de son discours et quel regard tu portes là-dessus? Ce qui est incroyable, c'est qu'il prend la parole seul devant une caméra pour faire la lecture, dire où il en est, faire sa communication. Enfin, il n'y a pas de conférence de presse. Et on a vu que la parole présidentielle s'est accélérée durant le confinement. Et on a l'impression que là, c'était sa dernière prise de parole pour dire le confinement se termine, je ferme cette parenthèse, qui est vraiment une parenthèse pour lui, hein, parce qu'on a l'impression que la crise sanitaire est finie. Et donc, voilà, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine allocution qui sera autour du 14 juillet, j'imagine, où là, il va dire voilà ce que j'ai décidé, s'il y a un remaniement ministériel ou pas, un nouveau gouvernement, enfin bref. Donc, c'était un discours assez vide, comme souvent. Beaucoup plus court quand même. Donc là, j'étais content. 15 minutes, hein, tu ne te fâtes pas les 30 minutes à dire qu'est-ce que c'est long. Donc là, il était quand même plus concis. On savait un peu où il voulait en venir. Donc, il s'envoie des fleurs. Hein, c'est super. Il dit que ce n'est pas sa faute. Il va falloir partager les responsabilités. Il le redit bien. Hein, notamment, les régions vont monter en gamme. Donc, attention, les présidents de région, vous allez prendre cher. Et puis, il va falloir lever l'impôt parce que lui a dit qu'on fera des efforts, hein, mais en travaillant, pas en levant l'impôt. Et puis, très flou. Je m'attendais à beaucoup plus sur le problème du racisme. Je me disais, là, il va le prendre à bras le corps parce que c'est vraiment un moment important. C'est quand même dingue. Hein. Les manifestations sont interdites. Les rassemblements de plus de 10 personnes, quand même, à 2 semaines d'affilée, vous avez plus de 100 000 personnes dans la rue, quasiment, à Paris, pour défiler contre les violences policières et le racisme. Et là, il a éludé ça en une minute, en disant, bon, on ne déboulonnera pas de statut, hein, je vous le dis tout de suite, et puis les policiers, il faut arrêter, c'est super important. Je suis d'accord, les policiers, c'est super important, mais il y a peut-être autre chose à dire. Peut-être, et il emploie ce mot qui, moi, m'a fait tiquer, de séparationniste. Voilà, parce que évidemment, dans la tête d'Emmanuel Macron, combattre le racisme, c'est un séparationnisme. C'est derrière, il y a forcément le spectre du communautarisme, etc. Or, et ça, c'est des images qu'on n'a pas assez vues, Assa Traoré, à la fin de la manifestation, elle dit clairement que l'antisémitisme, le communautarisme n'a pas sa place dans cette manifestation contre le racisme. Elle le dit clairement au micro. Et ça, c'est jamais repris. On reprend le côté, on va aller marcher, on va aller prendre l'Élysée, on va faire des trucs. Or ce mouvement Justice pour Adama, il est assez structuré et il n'accepte pas le communautarisme. Et qu'est-ce qu'on a vu? Là, je reviens sur le discours, parce qu'après, on parlera peut-être des identitaires, hein, vu que tu les connais bien, et de leur coup d'éclat du week-end. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce discours? En fait, des gages qu'il a donnés au parti de l'ordre, à l'extrême droite, en disant on ne reviendra pas sur l'histoire. Enfin, on sent très bien où penche Emmanuel Macron. Et au patronat, en disant il va falloir travailler plus et il y aura des faillites. Le 14 mars, dans une autre de ses allocutions, Macron dit je ne laisserai aucune entreprise faire faillite. Hier, c'était hier, dans son discours, il dit il y aura de nombreuses faillites. Donc déjà, il a lâché les entreprises, il sait qu'il y aura de nombreuses faillites, mais il est encore dans le déni, c'est-à-dire qu'il ne prend pas, ou il veut cacher l'ampleur de la crise économique qui arrive suite à la crise sanitaire qui a été extrêmement mal gérée. Et là, il s'envoie des fleurs pendant toute la première partie du discours en disant on a fait super bien, trouvez-moi un pays où on a fait mieux. Et puis, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Allemagne, enfin, il y en a pas mal, hein, tu vois, tu peux les aligner. Et lui, c'est toujours allez-y, allez voir ailleurs. Et vous allez voir si moi je suis nul. Et vous allez voir si on est un pays nul. Non, on est les meilleurs. Et moi, je suis le meilleur. Et c'est toujours ça, Emmanuel Macron. C'est de la com perpétuelle, narcissique, autour de sa geste présidentielle qui est essoufflée parce que là, il a été élu sur un programme qu'il ne peut pas mettre en place dignement compte tenu du monde dans lequel on vit. Et alors, c'est beaucoup de mots creux. Tu vois, on va faire une relance écolo, on va faire des trucs, mais ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas les réalités derrière. Donc, au moins, ça a été court. Voilà, c'était bien, il n'y avait rien, mais au moins, c'était court. Ouais, tu l'as dit, il était beaucoup attendu sur la question du racisme et des Ouais. violences policières. Moi, la phrase qui m'a marqué, c'est «La République n'effacera aucun nom de son histoire», comme Oui, si tout notre passé oui. était si beau que ça. Est-ce qu'on peut l'interpréter vraiment comme un gage à ce que tu appelles le parti de l'ordre et encore plus à Génération Identitaire qui a fait une opération de com stupéfiante Oui. ce jour-là, quoi. Voilà, non mais le problème que j'ai, au-delà d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a
je ne sais pas combien il y avait de personnes place de la République, mais c'était plus de 6 000. Ça, on est d'accord. Ça partait plutôt du côté des 50 000, voire plus, qui étaient là, dans le calme, à dire on en a ras-le-bol de ce racisme qui est une plaie et qui existe. Il faut arrêter de dire oui, mais attendez, tous les policiers ne sont pas racistes. Évidemment que ce n'est pas la question. C'est comment la police nationale tolère en son sein des gens qui n'y ont pas leur place. On ne peut pas être policier si on est raciste. Ce n'est pas possible. Pourtant, on doit dire oh, mais il y a plein de métiers où les gens sont racistes. Chirurgien, vous avez plein de racistes. Hein. Ah, puis alors, le journaliste aussi, vous en avez des racistes. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que là, c'est des gens qui ont des armes, qui ont le monopole de la violence, qui sont là pour justement faire en sorte que les populations vivent ensemble. Si vous avez des racistes, alors déjà, vous avez un angle quand même assez dangereux qui se fait jour. Et là, vous avez Génération Identitaire, que tu connais bien, qui balance sa banderole sur le racisme anti-blanc. Mais déjà, pour moi, l'expression raciste anti-blanc, ça voudrait dire qu'il y aurait des racismes. Il n'y en a pas. Je crois que le racisme, il n'a pas de couleur. Il y a un racisme et c'est la chose au monde la mieux partagée, autant que la bêtise. Je crois que le racisme, il est présent partout, dans tous les pays, quelle que soit la couleur de peau des gens, leur religion et où ils sont placés. Malheureusement, c'est un truc qui va avec l'humain. Bon, alors il faut lutter contre. Et c'est là où l'universel a sa valeur. C'est là où on a une certaine idée de l'humain ou pas. Or, dire qu'il y a du racisme anti-blanc, c'est vouloir dire que d'un côté, il y a des victimes et de l'autre, il y a des bourreaux et que c'est toujours les mêmes qu'on accuse. Et moi, ce qui me rend dingue dans notre pays, la France, c'est que alors que c'est un moment important mondialement et que nous, on a une histoire coloniale, enfin, on est un pays quand même qui n'est pas anodin, hein, qui n'est pas anecdotique dans cette histoire de racisme, eh bien, les racistes se victimisent. Et puis, les télés en continu invitent les racistes en disant Jean-Marie Le Pen était là pour dire vous savez, la police, il n'y a pas plus de… Marine Le Pen, open bar. Marion Maréchal, open bar. Les journalistes de ces chaînes-là qui n'hésitent pas à dire des horreurs comme Christophe Barbier qui dit mais si on commence à s'excuser, à enlever nos statuts, alors les Africains vont devoir s'excuser pour le cannibalisme. Ça, c'est un cliché raciste, encore une fois. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Le racisme est tellement profond que les gens font du racisme sans le savoir. C'est comme M. Jourdain. Donc, ce combat-là, on doit le mener. Et c'est un combat extrêmement difficile parce que comme vous avez des identitaires qui sont en train de transformer ce débat dans un débat communautaire, c'est-à-dire, attention, certains sont racistes, mais nous, on est accusés parce qu'on est respectueux de l'ordre, on est blanc, nous, on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas des dealers. Et regardez ceux qui sont contre le racisme. La famille Traoré, mais c'est un gang de malfaiteurs. Vous avez, bien sûr, tous les gens au sein du comité Adamas sont des islamistes ou ont un agenda caché. Et donc, on est en train de changer un débat universel contre le racisme, qui est juste, sain et naturel, en un débat dévoyé sur le communautarisme de factions les unes contre les autres. Et ça passe, parce que les identitaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leurs banderoles, ils font que ça, hein. Ils mettent des banderoles, ils allument des flambeaux, et puis après, ils se font filmer, et tout le monde parle d'eux. Et comment on en parle d'eux? Comme finalement, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont mis une banderole contre le racisme anti-blanc. Mais on ne parle pas du thème racisme anti-blanc. Pourquoi on utilise ce thème? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça voudrait dire qu'il y a donc des racismes. Or non, pour moi, il n'y en a qu'un. Et comme j'ai dit, il est partagé par tout le monde. Et oui, des Noirs sont racistes, des Chinois sont racistes, des Français sont racistes, des Allemands. Enfin, voilà, c'est pas le problème. Mais eux mettent la lumière sur eux et ils se font arrêter par la police. Arrêter, c'est un grand mot. Ils se font accompagner, exfiltrer, je ne sais pas comment. Ils sont libérés 4 heures plus tard parce qu'ils n'ont effectivement rien fait à part mettre une banderole sur un… Et là où c'est pire encore, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. J'avais l'impression que tu as eu cette petite vidéo de quelqu'un qui a crié « sale juif ». Et donc, c'est filmé, on ne voit pas qui crie « sale juif », mais quelqu'un filme et envoie à valeur actuelle et dit « ah ben voilà, cette manifestation, c'est une manifestation pro-Palestine, c'est que des antisémites, regardez, c'est affreux ». Et la préfecture de police embraye en disant « nous saisissons tout de suite le procureur, c'est honteux que cette manifestation soit infiltrée par les antisémites ». Il y a un mec qui crie, un mec. Il n'est pas filmé. Cette vidéo, on ne sait pas d'où elle vient. Et ça devient le truc qui tourne en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Ça, j'en peux plus. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois bien qu'il y a une manipulation. On ne parle pas du fait qu'il y avait 50 000 personnes contre le racisme. On parle du fait qu'il y avait un antisémite dans cette… Peut-être faux, peut-être même là, mis là pour qu'on parle de lui, la banderole pour qu'on parle d'eux. Et du coup, on occulte totalement le vrai problème.
qui est celui du racisme réel et vrai. Et je le disais sur une autre chaîne, enfin, les sketchs de Michel Leb, c'était dans les années 80. C'était chez Drucker en prime time. Ça faisait rire tout le monde quand il parodiait les Africains comme des singes, qu'il parlait d'eux comme des cannibales. Enfin, et c'était normal. Et Chirac, enfin, et donc, à quel moment on fait ce travail important de dire, mais oui, la société française a un problème avec le racisme et il va falloir vraiment, vraiment s'y atteler. Et jamais, on élude. Et là, donc, on est parti sur un autre débat, les statuts, l'histoire, l'héritage. Mais ça, c'est le passé. On ne reviendra pas sur le passé. Oui, on a fait des statuts à Colbert, oui, c'est comme ça. Et c'est même le roman national. C'est-à-dire qu'on en est fiers, on a appris ça aux Français. C'est maintenant et aujourd'hui qu'il faut changer et commencer à faire des statuts pour ceux qui ont brisé les chaînes, commencer à redonner des noms de rue à des femmes qui ont fait des choses formidables. Et c'est là qu'on va avoir un rééquilibrage. Mais on ne va pas réécrire l'histoire, malheureusement. C'est un débat, l'histoire. Elle n'est pas écrite. Après, le vrai gros débat, c'est comment on l'enseigne à l'école. Là, je ne veux même pas savoir qui est en train de s'occuper des programmes pour la rentrée prochaine. Mais le débat, pour moi, il est important de l'ancrer dans aujourd'hui, maintenant. Parce que ce que font les identitaires, ce que fait De Villiers, ce que font tout le monde, c'est de revenir sur arrêtez de nous emmerder, c'est pas parce que, excuse-moi du terme, mais c'est pas parce qu'on a été colonialiste, machin, qu'on est des affreux. Non, c'est pas le problème. C'était l'époque. On a été un empire. Aujourd'hui, l'empire, c'est un empire américain. Ils ont d'autres méthodes. Hein. Pour eux, c'est l'économie, c'est le fait d'avoir des marchés. L'export, c'est une guerre économique, mais c'est une colonisation comme une autre, dans les esprits. Il y a une époque, c'était les statuts de Ronald McDonald qu'on déboulonnait. Parce qu'on savait très bien que derrière le fast-food, il y avait toute une société qu'on ne voulait pas forcément en France, qui était celle de la consommation à outrance, consommation rapide, de la malbouffe, de l'impact écologique maximum. Ça, on l'a oublié. Mais je pense que c'est… Bon, oublions les statuts, finalement, okay, c'est anecdotique, même si pour certains c'est important. Je crois que ce qui est plus important aujourd'hui, pour moi au moins, c'est le vrai débat de ce qu'on peut faire maintenant pour virer les racistes qui sont encore au pouvoir, parce que vous avez une infrastructure de gens qui sont encore extrêmement racistes ou qui sont même des illuminés pour certains qui vont croire que oui, il y a le grand remplacement. Enfin, le grand remplacement, c'est prouvé par A plus B que c'est une idiotie absolue, mais beaucoup de gens y croient et ça continue d'être déversé sur les plateaux. Éric Zemmour crie sa peur du métissage. Voilà, vous avez quelqu'un qui a peur du métissage. Or, lui vient du métissage comme nous tous. Je veux dire, il n'y a pas de race pure, ça n'existe pas la race. Et après, c'est justement la beauté de l'humanité, c'est ça, c'est qu'on puisse se rencontrer, échanger. Et là, vous avez des gens qui sont en train de jouer avec ces peurs ancestrales de la tribu d'en face. Et ça ne fait qu'alimenter les uns les autres. Et le débat est profondément malsain. C'est dur d'avoir une parole sensée dans ce débat aujourd'hui. Justement, on n'en a pas assez parlé, mais il y a quand même la mobilisation qui se fait autour des violences policières, qui, moi j'ai entendu sur certains plateaux, certains l'ont comparé à ce qui s'est passé à l'époque de Nelson Mandela, à toute proportion gardée, mais en disant qu'une génération s'était levée et qu'aujourd'hui, partout dans la planète, une génération se lève contre ces violences policières, puisque ça dépasse largement le cadre américain et français, on le voit dans tous les pays. Oui. Qu'est-ce qu'elles portent, ces manifestations? Qu'est-ce qu'elles disent sur cette jeunesse? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au cœur de ces mobilisations. Quel message ils veulent faire passer, en fait? Est-ce qu'aussi on peut dire qu'ils portent une société de service public, d'égalité? Est-ce qu'il y a tout ça derrière? Bien sûr. Je crois que avant ces mobilisations visibles, tu avais Friday for Future depuis plusieurs années déjà. Alors on aime pas Greta Thunberg, son profil, etc. Mais elle a porté ce mouvement où les jeunes en ont ras-le-bol en fait. Ils sentent bien qu'on leur vole leur avenir. Dans le discours de Macron, revenons-y, il dit quoi? Il dit « Ah là là, cette pauvre jeunesse qui doit porter le poids de la dette écologique et économique. » C'est-à-dire la jeunesse, son avenir, en fait, il est déjà noir parce qu'ils vont devoir rembourser la dette écologique et économique. Mais non, ça, c'est si on vit dans le monde des anciens, si on continue de croire qu'il faut surproduire, surconsommer pour faire de la croissance et créer de l'emploi. Si on ne veut pas sortir de ce modèle capitaliste du profit et de la finance internationale, alors oui, on est foutu. Les jeunes le savent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils marchent tous les vendredis pour le climat, parce qu'ils ont bien compris que les enjeux sont ailleurs. Ce n'est plus une question de surproduction, c'est une question maintenant de survie. Enfin, ça va le devenir très rapidement, on va le voir. Hein. Déjà, ce coronavirus qui est une ozone qui fait que parce qu'on détruit l'habitat naturel de plein d'espèces, eh bien, ça va se répéter, ces pandémies mondiales.
Ça, c'était un crash test, c'était un test général. C'est le premier. Mais ça va se répéter, j'en suis à peu près persuadé. Tous les chercheurs qui travaillent sur ces thèmes-là aussi. Et d'ailleurs, l'OMS s'en inquiétait. Tout le monde disait, mais on doit faire attention parce que ça va arriver. C'est arrivé dans les proportions qu'on connaît. On ne sait pas ce qui est devant nous. Exactement comme pour les canicules, comme pour les épisodes climatiques. Donc cette jeunesse, elle est bien consciente qu'on l'enferme en fait dans un choix qui est celui de ne pas avoir d'avenir, si ce n'est de rembourser la dette de ceux qui étaient avant eux et qui ont fait n'importe quoi. Je ne crois pas que c'est ça la jeunesse. Elle est porteuse justement du monde d'après. Elle va refuser catégoriquement ça. Et ces marches pour le climat, elles sont là pour dire ça. Ces marches contre le racisme, elles sont là pour dire ça. Il y avait cette pancarte en disant « mais on en est encore là, j'espère qu'on est les derniers à manifester pour ça ». Parce que oui, j'espère que cette génération va enfin régler le problème. Parce qu'il est temps de régler le problème. Parce que le côté ah, papy, il a encore fait une blague un peu raciste, mais bon, tu comprends, c'est sa génération. Ouais, c'était générationnel, ils ont été éduqués comme ça, etc. Comme je te le dis, les sketchs, etc. Mais c'est fini, ça. On ne peut plus le faire. Et tant mieux. Ça prend du temps. C'est à l'échelle des générations. Mais je crois que le vrai grave problème, celui de la dette écologique et économique, c'est dès maintenant qu'il faut le régler. Parce que si on dit aux générations futures, c'est à vous de le régler dans 50 ans, ce sera trop tard. Dans 50 ans, ils auront affaire à une apocalypse climatique dont on n'imagine pas l'ampleur. Et c'est à eux aujourd'hui de prendre le pouvoir et de dire écoute, Emmanuel, tu es bien gentil, mais tes recettes éculées à la Thatcher, ce que tu nous proposes de travailler plus pour produire plus, c'est fini. Hein, l'Union soviétique aussi, on ne va pas flinguer la nature pour produire plus. Tout ce monde-là, tous ces référents de la surproduction, à mon avis, n'ont plus leur place dans le monde qu'on veut construire parce que l'urgence est là et parce que les jeunes générations en sont très conscientes. Et tout est lié. Je crois que que ce soit les manifestations pour la justice fiscale, sociale, la justice raciale, enfin tout ça, c'est lié. C'est-à-dire qu'à un moment, la société dans laquelle on vit, qui est une fable créée par l'idée de la démocratie de marché, que le commerce est une grande et belle chose et que la finance internationale dérégulée a permis à plein de gens de sortir de la pauvreté, c'est une belle légende. C'est en partie vrai, c'est pour beaucoup faux, parce que derrière, ça crée plus d'inégalités. Et la seule réponse qu'aujourd'hui, les gens qui sont responsables de ce monde-là, qui sont ceux qui en ont tiré les marrons du feu ou sont au pouvoir, c'est quoi? C'est une réponse répressive. C'est le Chili, c'est les États-Unis, qu'on voit aussi les policiers, et c'est des scènes qu'on a vues en France depuis 2 ans. C'est-à-dire que les démocraties sont acculées parce qu'elles sont coincées dans un monde qui va nous conduire à notre perte. Et les jeunes en sont très conscients. Enfin, pas que les jeunes, nous, on n'est pas jeunes, mais je pense qu'on en est aussi conscient. Donc à un moment, oui, il faut changer de braquet, il faut dire, c'est pas avec vous, Thierry Breton, Christine Lagarde, von der Leyen, Emmanuel Macron, qu'on va faire le monde d'après. Ça, on en est très conscient. Donc si on pouvait arrêter dès maintenant et commencer à construire un monde durable, un monde écolo, un monde où on va partager la richesse, parce que la captation du profit, on n'en parle jamais. Mais le problème est là. On n'a jamais produit autant de richesse et c'est toujours de moins en moins de personnes qui en bénéficient réellement, enfin, ou du moins qui le privatisent. Et aujourd'hui, c'est une lutte pour les communs. L'antiracisme, c'est une lutte pour les communs comme une autre, et extrêmement importante. Ouais, justement, sur les communs, on va finir là-dessus, il y a une mobilisation qui se prépare demain qui est extrêmement importante, c'est celle des soignants. Le gouvernement a tenté d'interdire les manifestations, mais le Conseil d'État lui a très gentiment rappelé que ce n'était pas interdit. On sait que ça fait un peu trembler parce qu'on sait que les soignants peuvent coaguler la colère et on a vu avec cette crise-là comment ils étaient indispensables et comment ils avaient été martyrisés depuis des années. Qu'est-ce que tu attends de cette mobilisation? Est-ce qu'elle peut être très massive mardi? Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être un élément déclencheur de la construction de ce qu'on appelle le jour d'après? J'espère, mais là encore, il y a une telle chape de plomb de la part de certains médias qui veulent continuer dans la logique d'avant, qu'on ne parle pas trop de ces mobilisations parce que ça fait peur. Ce qui était étonnant, c'est la première marche devant le tribunal, quasiment exfiltrée des JT. Enfin, fallait surtout pas en parler. Alors, c'était soi-disant que les journalistes n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas eu la faux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde, etc. Très vite, on peut envoyer quelqu'un en scooter, filmer, il n'y a aucun problème, c'était à l'heure du JT quasiment. Donc non, il y a une volonté. Là, le monde d'hier est totalement désarçonné, c'est-à-dire que
ils sont coincés dans leur logique, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne peut pas appliquer son programme. Il est totalement coincé. Or, il ne peut pas faire autre chose. Il ne sait faire que ça. C'est quelqu'un qui est biberonné à la commission Attali, qui vient de la banque d'affaires, qui ne connaît que ça, qui vient de l'ENA. Donc, c'est compliqué pour lui d'imaginer un autre monde, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas sa place, ou pas sa place au pouvoir, du moins. Donc, pour s'accrocher au pouvoir, là, ça va être de la com. On va enrober, on va faire semblant, on va perdre des années. Les soignants, on les applaudit tous les soirs pendant le confinement. Très bien. On fait un Ségur de la santé. Ils sont en train de le dénoncer en disant c'est une mascarade de plus, comme a été le grand débat, comme a été la commission sur l'écologie aussi, où on a mis des citoyens pour parler de grandes et belles choses, et puis on enterre les conclusions. Le Ségur, c'est la même chose. On essaie d'enterrer, de ne pas inviter tous les syndicats, et puis de faire en sorte qu'on n'augmente pas trop, parce que ça va coûter très cher. Une santé fonctionnelle, ça coûte, oui, ça coûte, parce que ça demande des bras, ça demande des gens qualifiés, formés, ça demande des listes, ça demande du respect des patients, ça demande du respect des soignants. Tout ce qui n'existe pas aujourd'hui dans le système actuel, parce qu'on y a mis des néo-managers, parce qu'on y a mis des gens qui ne pensent qu'aux chiffres, qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'à la dette. Rappelez-vous, systématiquement, quand un politique venait à l'hôpital, on lui demandait des moyens quand on était soignant, et il répondait « Mais vous voulez que je fasse de la dette ?» Ce n'est pas la question. On demande des moyens. Démerde-toi pour trouver l'argent. Non, tu ne vas pas faire de la dette. Tu vas simplement lever taxer les transactions financières. Moi, ce qui m'effraie dans le débat actuel, c'est que l'Europe sort des milliards comme ça d'argent magique, mais il n'y a aucun débat sur la fiscalité, aucun débat sur la taxe unique, la taxe qu'on pourrait avoir sur les transactions financières. Mais pourquoi on ne va pas chercher l'argent là où il est, dans les paradis fiscaux? On fait semblant. On continue en fait d'avoir volontairement, les gens au pouvoir continuent volontairement de ne pas attaquer le principe simple de dire oui, il y a de l'évasion fiscale massive, oui, on ne fait pas payer assez les riches pour le bien commun. Et ça, c'est quelque chose pour lesquels les marionnettes qui sont là, les Bruno Le Maire, les Thierry Breton, ne vont surtout pas parler de ça. Ils sont pas payés pour ça. D'ailleurs, s'ils commençaient même à l'ouvrir, je pense que ce serait très vite fini pour eux. Donc, c'est là où on est coincé. Et c'est là où on doit vraiment changer. En disant, oui, l'impôt, c'est mal, ça empêche, vous comprenez, les entreprises d'investir, etc. Mais je ne parle pas des entreprises. Là, je parle de l'argent qui ne sert à rien. L'argent de la sphère financière qui va très bien malgré la crise économique qu'on va se prendre dans la tête en septembre. Pour le moment, c'est parfait. Ce monde-là va très bien. Allons chercher l'argent là où il est. Ce n'est pas compliqué de faire une taxe sur les transactions financières. On en parle depuis des années. Tout est prêt, tout est sur la table. Il suffit de signer, de se mettre à plusieurs au G7 et dire « Ah oui, on va sortir des milliards. » Et peut-être ça va nous aider à créer des systèmes de santé qui fonctionnent, des services publics qui fonctionnent. Aujourd'hui, les gens élus ne veulent surtout pas de cette solution-là. C'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre, mais c'est pas surprenant. On les connaît depuis des années. En tout cas, merci Voilà. Alexis pour cet éclairage. Et bon, je pense qu'on pourra peut-être se croiser demain dans les mobilisations pour soutenir les soignants et en tout cas dans les semaines à venir dans les batailles à mener.